Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire grimper le thermomètre avec cette grande lentille de Fresnel. On va s'en servir pour faire converger les rayons du soleil en un seul point, où la température atteint les 1500 degrés. On va donc commencer par surchauffer toutes sortes de choses avec la lentille, puis on va s'intéresser à son fonctionnement de manière un peu plus scientifique. Notre lentille de Fresnel provient d'un téléviseur à rétroprojection que l'on a trouvé par hasard lors d'un footing. Ces téléviseurs étaient populaires au début des années 2000 car ils permettaient d'obtenir des écrans de grande taille. La majorité fonctionnait à partir de 3 petits tubes cathodiques, rouge, vert et bleu, dont l'image était agrandie par une première lentille, puis redressée par la fameuse lentille de Fresnel, avant d'être diffusée sur un écran. Le contraste et la luminosité étaient assez mauvais, et presque tous ceux qui en ont acheté s'en sont aujourd'hui débarrassés. Ayant désossé le téléviseur pour récupérer tous ses composants électroniques, on a d'abord douté de l'utilité de la grande lentille, jusqu'à ce qu'on l'ait exposée au soleil. Pour que la lentille reste toujours dans le même plan et que les rayons du soleil focalisent au même endroit, on a fabriqué un encadrement en bois. On a ensuite ajouté un support permettant de tenir la lentille et de modifier son inclinaison. Pour concentrer encore davantage la lumière sur les objets à chauffer, on a fabriqué un support inclinable. Son inclinaison doit être la même que celle de la lentille. Pour obtenir une puissance maximale, comment être sûr que l'on vise parfaitement le soleil avec la lentille? Il suffit simplement de regarder l'ombre de la lentille. L'orientation est idéale quand l'ombre de la lentille est rectangulaire, et l'inclinaison est idéale quand l'ombre dépasse le plus loin possible. On n'oublie pas de mettre des gants, une voire 2 paires de lunettes de soleil, et c'est parti pour les tests. On commence gentiment avec une bûche. On remarque qu'elle s'enflamme à l'instant où elle passe au foyer. Deuxième test, avec une bouteille de bière teintée. La différence de température entre la zone chauffée et le reste est si importante que le verre se casse systématiquement. On va maintenant faire fonctionner cette mini turbine à vapeur composée d'une chaudière reliée à un convergent et une roue dentée. On remplit la chaudière avec de l'eau, puis on la place au foyer de la lentille. En quelques secondes, l'eau commence à bouillir et la turbine démarre. Le rendement est faible car la pression dépasse tout juste un bar, mais le principe de fonctionnement est le même que dans une centrale solaire thermodynamique. Pour les prochaines expériences, on fabrique un mini creuset dans lequel on va essayer de liquéfier différents métaux. On place le creuset sur le support et on met tout ça au soleil. Petit problème, le foyer est tellement lumineux que le capteur est saturé. Pour pouvoir filmer le creuset, on a fabriqué un diaphragme permettant de diviser par 15 la luminosité qui entre dans l'objectif. On active en plus un mode forte luminosité. On s'équipe d'un masque et on commence avec une plaque de plomb provenant d'une batterie. La température de fusion du plomb est de 327 degrés. Le plomb fond rapidement et devient parfaitement liquide. On remarque qu'un autre composé liquide flotte au-dessus, c'est très probablement de l'antimoine qui entre dans la composition des batteries au plomb. On essaye maintenant avec de l'aluminium dont la température de fusion est de 660 degrés. On met des tiges d'alu dans le creuset et on fait chauffer tout ça. On obtient de l'aluminium liquide avec une fine pellicule solide sur la surface. On remet un peu d'alu.
Maintenant qu'il y en a plus, on commence à avoir du mal à tout liquéfier. Comme on a un mélange liquide-solide, la température doit être proche de la température de fusion de l'aluminium. C'est bien ce qu'on mesure avec un thermomètre à thermocouple. On va maintenant essayer de faire fondre du cuivre qui a une température de fusion de 1084 degrés. Notre creuset est trop réfléchissant pour atteindre cette température, on va donc utiliser comme support un morceau de carrelage noir très absorbant. Le résultat est assez impressionnant, avec le carrelage qui chauffe très vite. Le carrelage nous permet de mieux visualiser le foyer de la lentille, qui a un diamètre de 1,5 cm. Pour limiter la luminosité, on utilise toujours un diaphragme, sinon voici ce qu'on verrait. Et si vous regardiez avec vos yeux, ce qui est une très mauvaise idée, vous verriez à peu près ça. Maintenant que le carrelage est bien chaud, on peut essayer d'ajouter du cuivre. Le transfert de chaleur vers le cuivre est optimisé car le carrelage est liquide. Le morceau qu'on chauffe est également court pour éviter qu'il absorbe trop de chaleur par conduction. Ça y est, le cuivre fond, on dépasse les 1080 degrés. On va monter encore plus haut en température et faire fondre un petit fil d'acier dont la température de fusion est d'environ 1500 degrés. On utilise un fin fil d'acier et on le place en plein milieu du foyer. Une fois qu'il est bien mis, on le lâche pour ne pas que la pince absorbe sa chaleur. L'acier commence à fondre, on atteint les 1500 degrés. Pour faire fondre de l'acier, on peut aussi directement chauffer une plaque très fine comme une boîte de conserve. En quelques secondes, l'acier devient jaune de chaleur, puis il fond localement et se perce. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si on essaye de mesurer la température d'un morceau de carrelage avec un thermocouple ? La température monte jusqu'à plus de 1400 degrés, puis l'affichage n'a plus aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme on peut le voir, le thermocouple de type K que l'on utilise a une température de fusion aux alentours de 1400 degrés. On ne peut donc même pas mesurer la température tellement elle est élevée. Nouvelle expérience, on va voir l'effet de la lentille sur un morceau de brique. On place la brique au foyer de la lentille et très rapidement on obtient une texture bien liquide qui fait penser à de la lave. Une fois refroidie, la brique a complètement changé d'apparence, elle est devenue noire et brillante. Bon allez, c'est l'heure du barbecue. Enfin, du barbecue solaire. On met une poêle derrière la lentille, mais contrairement aux autres tests, on ne se place pas exactement au foyer, mais un peu plus près de la lentille, pour que la lumière se répartisse sur toute la surface de la poêle. En quelques minutes, le fond de la poêle est à plus de 200 degrés, et ses rebords à environ 160. C'est parfait pour faire cuire des aliments. Il ne reste plus qu'à mettre les merguez et les cuire comme d'habitude. Ce barbecue solaire est environ 4 fois moins puissant qu'un barbecue classique, mais le temps de cuisson n'est que 50% plus élevé. Le barbecue n'est pas grand, mais par contre, il a un bon rendement. La lumière se transforme directement en chaleur sur les saucisses, ce qui les fait griller par-dessus, et la lumière qui n'atteint pas les saucisses fait chauffer la poêle noire qui les fait griller par-dessous. En un petit quart d'heure, les saucisses sont bien cuites comme on les aime, et on peut se régaler. On va faire un dernier test avec la lentille de Fresnel. On va voir l'impact de la lumière concentrée sur la production électrique d'un petit panneau solaire. Le panneau produit environ 90 mA en plein soleil, mais si on concentre la lumière de la lentille sur toute sa surface, on produit un courant bien plus élevé, jusqu'à 2,4 A. On produit environ 20 fois plus d'énergie avec ce même panneau solaire. Bon, par contre, on utilise environ 60 fois plus de surface ensoleillée, et il faudrait aussi refroidir le panneau. Il existe des cellules photovoltaïques faites pour ce genre d'application, dont le rendement dépasse 30%, soit le double d'une cellule classique. Elles coûtent très cher, mais comme la lumière est concentrée dessus, elles remplacent un grand panneau solaire, le tout avec un rendement doublé. Ces cellules concurrenceront bientôt les cellules classiques. La présence d'une lentille ou d'un miroir parabolique demande cependant forcément la présence d'un système qui suit la course du soleil, pour que la lumière focalise toujours là où se trouve la cellule. Pour d'autres tests avec la lentille, rendez-vous au bonus à la fin de la vidéo. On va maintenant s'intéresser au fonctionnement d'une lentille de Fresnel et au calcul des performances de la nôtre. Pour comprendre le fonctionnement d'une lentille de Fresnel,
il faut d'abord voir comment fonctionne une lentille en verre classique. Il existe des lentilles convergentes, comme la nôtre, où les rayons parallèles se rapprochent les uns des autres, et des lentilles divergentes, où les rayons s'écartent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une lentille ne court pas progressivement la lumière. Le virage a lieu d'un seul coup au niveau de chaque interface. La lumière change de direction toute seule, suivant les lois de Snell-Descartes. Ce phénomène s'appelle la réfraction. En clair, la lumière est une flemmarde qui prend toujours le chemin le plus rapide. Imaginez une ampoule qui éclaire dans toutes les directions et un capteur situé derrière une vitre épaisse. Sachant que la lumière se déplace 30% moins vite dans le verre que dans l'air, quel est le rayon qui atteint le capteur en premier? Eh bien ce n'est pas celui qui prend la ligne droite, car il perd du temps à traverser le verre, ni celui qui traverse le moins de verre possible. Le rayon le plus rapide prend un chemin intermédiaire, et là, comme par magie, on retrouve les lois de Snell-Descartes. Pour que des rayons parallèles qui passent dans une lentille se rencontrent tous au même endroit, celle-ci doit avoir une forme bien précise et très complexe. Souvent, les lentilles ont tout simplement une forme sphérique, ce qui est plus facile à fabriquer. Cette forme n'est donc pas idéale, surtout sur les bords, et crée de la distorsion. Pour y remédier, on peut utiliser plusieurs lentilles dont certaines ne sont pas complètement sphériques. C'est le cas dans les objectifs d'appareils photo. En réalité, même si l'on savait fabriquer une lentille absolument parfaite et qu'on l'éclairait avec un rayon de lumière blanche parfaitement parallèle, tous les rayons ne convergeraient pas au même endroit. Comment c'est possible? Eh bien, l'angle de réfraction dépend légèrement de la longueur d'onde, et la lumière bleue par exemple est davantage déviée que la lumière rouge. La lumière d'origine est donc légèrement décomposée au niveau du foyer, ce qui donne les couleurs d'un arc-en-ciel. Maintenant, si la lumière blanche provient du soleil, un autre problème se pose. Le soleil n'est pas un point dans le ciel, il a un diamètre. Les rayons du soleil qui arrivent sur la lentille ne sont donc pas complètement parallèles et ne convergent donc pas exactement au même endroit. Le foyer de notre lentille ne pourrait donc en aucun cas mesurer moins de 5,7 mm de diamètre. Maintenant qu'on sait comment fonctionne une lentille classique, voyons comment fabriquer une lentille de Fresnel. Premièrement, on enlève la matière qui ne sert pas à dévier la lumière. Deuxièmement, on rapproche ce qu'il reste et c'est terminé. Pas mal, non? A votre avis, utiliser une lentille dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même? Avec notre lentille, on a remarqué que la puissance reçue au foyer est plus importante quand la face avec rainure est exposée au soleil. Quand les rayons passent d'abord par la face sphérique d'une lentille, ils sont déviés une première fois en entrant, puis une seconde fois en sortant. Le sens change donc quelque chose. La forme de notre lentille de Fresnel a été étudiée pour que les rayons passent d'abord par la face avec rainure et subissent ainsi deux petites déviations. Si on la retourne, les rayons ne convergent plus aussi bien. À présent, on va déterminer les performances de notre lentille de Fresnel. Quelle est sa puissance maximale? Chaque mètre carré orienté vers le soleil, juste avant l'atmosphère, reçoit à tout instant une puissance de 1360 watts. C'est plus que la puissance de notre scooter électrique. En traversant l'atmosphère, cette puissance lumineuse est réfléchie et diffusée, une partie est donc perdue. On a mesuré que vers Paris, l'été au zénith et en plein soleil, la puissance que l'on récupère sur 1 mètre carré parfaitement orienté est encore de 1060 watts. Notre lentille a une surface de 0,58 m², donc la puissance maximale qui peut l'atteindre est d'environ 615 watts. Cette puissance est composée d'une part de la lumière directe du soleil, et d'autre part, de la lumière renvoyée par le reste du ciel, qui représente d'après nos mesures, 12% de la puissance pour un pur ciel bleu. Contrairement aux rayons du soleil qui sont parallèles et convergent au foyer, la lumière qui provient du reste du ciel arrive dans toutes les directions. Cette lumière n'atteint pas le foyer, on ne la prend donc pas en compte. Il nous reste alors 565 watts, dont environ 8% vont être réfléchis ou perdus dans la lentille. La puissance de notre lentille lors des tests est finalement de 520 watts, ce qui reste plus que notre four à induction. On peut utiliser l'intégralité de cette puissance dans le cas de la cuisine solaire, où le foyer n'est pas trop concentré. Quand on essaye d'avoir le foyer le plus petit et le plus chaud possible, les défauts de la lentille font que tous les rayons ne focalisent pas au foyer. 20% d'entre eux s'échouent à côté, ce qui nous laisse une puissance de 415 watts. Le foyer est donc 2200 fois plus lumineux que le soleil vu de la Terre, rien que ça.
Voilà, cette vidéo est terminée et on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee. En bonus, on va voir comment un haut-parleur en action se comporte sous la lentille. On relie le haut-parleur à notre ampli de classe D, puis on va démarrer la musique et rapprocher la lentille. Maintenant, on va essayer de concentrer le plus de lumière possible sur ce petit panneau solaire. On le met dans l'eau pour qu'il se refroidisse. Bon c'est pas suffisant, le panneau finit quand même par rendre l'âme après avoir produit plus de 2 ampères.